Oui, bonjour tout le monde. Comme je l'ai dit la semaine passée, on voit enfin la lumière au bout du tunnel. Comme on le prévoyait la semaine dernière, on semble avoir atteint le pic des hospitalisations. Aujourd'hui, enfin, on a une baisse au net des hospitalisations, donc 14 hospitalisations de moins. Évidemment que c'est une bonne nouvelle. Ce que ça montre aussi, puis c'est important, je vais être très clair là-dessus, c'est que si on reste à ce niveau-là, ça ne sera pas nécessaire d'appliquer ce que certains ont appelé là, le plan B, c'est-à-dire de revoir la qualité des soins, la façon dont les soins sont donnés. C'était responsable de préparer ce plan-là au cas où ça continue de monter à beaucoup plus que 3400 hospitalisations. Mais pour l'instant, ça semble se stabiliser autour de 3400 hospitalisations. Donc, c'est très, très important là, de dire le plan en question n'a jamais été utilisé, puis on espère, puis on pense pour l'instant qu'il ne sera jamais utilisé. Donc ça, c'est important de le dire. Puis c'est surtout, il faut le dire aussi, grâce aux efforts qui ont été faits par les Québécois pour respecter les consignes. Donc je veux remercier encore une fois tous les Québécois. Donc, on voit la lumière au bout du tunnel, mais on est au pic. Ce que ça veut dire, c'est que oui, on peut prévoir prochainement une baisse des hospitalisations, mais pour l'instant, on est au pire de la pandémie avec 3400 hospitalisations. Donc, c'est difficile, là. On va continuer avec la santé publique de suivre les projections des prochaines semaines, mais pour l'instant, la situation reste très difficile. On est à 3400 hospitalisations, donc on est au pic du nombre d'hospitalisations. Maintenant, je comprends très bien, là, puis vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui m'écrivent, qui m'appellent, qui me parlent, qui me disent qu'ils sont tannés, qui aimeraient qu'on enlève des consignes, mais il reste que, pour l'instant, on ne peut pas se permettre d'assouplir davantage. On est à 3400 hospitalisations. On manque encore à peu près 12 000 employés du réseau de la santé. Donc, on ne peut pas se permettre d'assouplir les mesures. Et la santé publique nous dit que si on le faisait, bien, il y aurait un risque réel d'augmenter les contagions puis d'augmenter les hospitalisations, ce qu'on ne peut pas faire parce que, on veut continuer de soigner tout le monde. Donc, soigner les gens qui ont la COVID, mais aussi soigner puis donner des traitements à ceux qui ont besoin de soins immédiats. Bon, évidemment, les deux seules consignes qu'on a enlevées la semaine dernière, c'est le couvre-feu et, pour le bien des enfants, même si ça risque d'avoir un petit effet sur la contagion, on a ouvert les écoles. Et moi, j'étais très content de voir les sourires des enfants. Puis je pense que c'était le choix à faire. Puis j'espère que tous les Québécois sont d'accord avec ça, de dire, avant d'enlever n'importe quelle mesure, ben on doit à nos enfants leur place, c'est à l'école. Et c'est important pour leur apprentissage, c'est important pour leur santé mentale. Donc, je pense que c'était la chose à faire. Puis je veux remercier les enseignants, les directions d'école, tout le personnel qui a bien fait ça pour l'instant depuis mardi. À part la tempête de lundi, depuis mardi, on me dit que ça se passe bien. Donc, bravo tout le monde. Mais, je le disais, la santé publique nous recommande actuellement de ne pas faire d'autres assouplissements. Donc, on prévoit à 3400 hospitalisations, tant qu'il n'y aura pas une baisse des hospitalisations, que ça va être des dures semaines pour le personnel dans les hôpitaux. Puis, il faut penser aussi à ce personnel-là qui est au front depuis 22 mois. Entre-temps, Christian et son équipe continuent d'améliorer le réseau de la santé. C'est important de le faire pour être capable, éventuellement, dans d'autres vagues qui pourraient arriver, de ne pas être obligé de mettre des consignes puis de confiner autant qu'on le fait actuellement en ayant une marge de manœuvre dans notre réseau de la santé. Puis parlant du réseau de la santé, bien, je vais vous parler un petit peu
du rapport qui a été déposé hier par la commissaire à la santé et au bien-être, Joanne Castonguay, qui a déposé 2 rapports, un sur la santé publique, un surtout sur la situation des CHSLD. Bon, sa conclusion est très claire. Elle montre que depuis plusieurs années, malheureusement, nos CHSLD ont été négligés. On l'a souvent dit, il nous manque d'employés depuis plusieurs années. Depuis un certain nombre d'années, chaque CHSLD n'avait pas un patron ou une patronne. Puis on a des systèmes d'information qui sont vraiment dépassés, là, qui sont presque archaïques. Donc, il y a effectivement beaucoup de recommandations, puis un début de plan dans ce rapport. Déjà, Christian, puis l'équipe au ministère de la Santé a commencé à faire des changements dans le réseau de la santé. Bien, rappelons-nous d'abord qu'on a, grâce à l'urgence sanitaire, là, formé puis embauché plus de 8000 préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Ça a aidé. Christian s'est assuré qu'il mettant un patron ou une patronne dans chaque CHSLD, qu'il y a une belle imputabilité avec les CIS et les CIUS, entre autres qu'on fasse le suivi de tout l'équipement de protection individuelle puis de l'utilisation de l'équipement de protection individuelle. Mais c'est plus que les CHSLD. Il faut vraiment avoir un plan de redressement, je dirais même un plan de refondation de notre réseau de la santé. Puis Christian, il travaille déjà depuis un bon bout de temps, puis il va s'inspirer des recommandations que dans le rapport de la commissaire à la santé et au bien-être pour déposer bientôt un plan complet là, de refondation du réseau de la santé. C'est important de le faire. Évidemment, comme on l'a déjà dit, c'est important de revoir nos conventions collectives. Actuellement, on a encore tout près de 40 des employés qui sont à temps partiel. C'est pas possible d'avoir une organisation efficace avec autant de monde à temps partiel. Ça crée des problèmes d'horaire, ça crée des problèmes de temps supplémentaire obligatoires. Donc, il faut changer ça. Et ce qui est important aussi, puis je veux le dire, je l'ai déjà dit, je prends ma part de responsabilité pour ce qui est arrivé au printemps 2020 dans les CHSLD. Quand on est arrivé au pouvoir en octobre 2018, on a affiché beaucoup de postes dans les CHSLD, mais malheureusement, ces postes-là sont restés non comblés parce qu'il y avait un problème d'attraction, un problème de salaire. On a fait le choix, malheureux peut-être, de dire on va attendre le 31 mars 2020, donc la fin des conventions collectives, avant de négocier des nouvelles conditions de travail. On aurait pu, avec l'urgence sanitaire, agir avant. Donc, je prends ma part de blâme. Maintenant, ces changements-là sont faits. On a augmenté les salaires, on a mis des incitatifs pour avoir plus d'employés à temps plein. Je pense que maintenant, il faut regarder en avant. Maintenant, il faut passer à l'action, continuer de faire des changements pour avoir un réseau qui est plus efficace, pour avoir un réseau aussi qui est plus décentralisé, parce que c'est beaucoup plus efficace de laisser les gens sur le terrain faire leurs horaires de travail, prendre les décisions qui sont les plus appropriées en fonction des besoins sur le terrain, mais avec des grands principes, des grandes directives qui viennent du ministère de la Santé. C'est important aussi d'avoir un réseau qui est plus humain, donc plus humain bien sûr pour les patients, pour les Québécois, mais aussi plus humain pour les personnes qui travaillent dans le réseau. Je pense qu'on doit ça à ces gens-là, on doit le faire, puis on va le faire. Puis évidemment, mais comme je le disais tantôt, plus notre réseau va être solide, bien, plus on va être capable, si jamais il y avait d'autres vagues, de passer au travers ces vagues-là sans être obligé de faire autant de confinement. Je veux revenir sur la situation sanitaire. D'abord, pour vous dire, parce que je veux bien être clair, là, oui, on a atteint un pic, mais on est
au pic, donc on n'est pas sorti du bois. Il nous manque de travailleurs. Une des clés, évidemment, c'est la vaccination. Puis là-dessus, très content, Christian aussi, de voir l'équipe de vaccination. Là, si on prend les personnes les plus vulnérables, les 60 ans et plus, on est rendu à 72 des personnes de 60 ans et plus qui ont reçu leur 3e dose. Puis ce qui est important aussi de dire, c'est que dans les prochains jours, il va y avoir de la place de disponible. Actuellement, on est à plus de 100 000 vaccinations par jour. On est allé graduellement. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Puis on s'attend dans les prochains jours qu'il pourrait y avoir des plages de disponibles. Donc, je veux lancer un message très clair à tous les Québécois qui ont un rendez-vous à la mi-février ou après, d'appeler pour essayer de devancer ce rendez-vous-là. C'est possible qu'il y ait des plages de disponibles. Évidemment, important aussi, ceux qui ne sont pas encore allés chercher leur première ou leur 2e dose, c'est important d'y aller. Je veux vous annoncer aussi qu'on a demandé au ministre Lionel Carman de mettre en place un programme pour essayer de rejoindre les 565 000 adultes qui ne sont pas encore vaccinés, même pas une dose. Donc, Lionel va travailler au cours des prochaines semaines là, à essayer de toutes les façons possibles de rejoindre ces personnes-là et évidemment en expliquant que le vaccin est sécuritaire, en expliquant que quand on est vacciné, on a beaucoup moins de chances de se retrouver aux soins intensifs que si on est vacciné. Et c'est important pour la santé de tout le monde, mais c'est important aussi pour aider le personnel des hôpitaux, qui actuellement, à 3 400 hospitalisations, est débordé. Bon. Maintenant, je ne vous cacherai pas que j'ai beaucoup de pression actuellement pour enlever les consignes. Et je comprends, je veux dire aux Québécois qui nous écoutent, là, je vous comprends d'être tanné. On est tous tannés. Moi, le premier, je suis tanné. On a hâte de revoir nos amis à souper. On a hâte de retourner au restaurant. On a hâte de retourner voir un spectacle. Évidemment, un des points importants, on a hâte que nos jeunes recommencent à faire du sport. J'entendais une chef de l'opposition dire on a hâte que les jeunes retournent faire du sport. Bien, écoutez, là, moi, c'était tellement important dans ma vie du sport là, que je suis d'accord avec ça. Mais actuellement, on ne peut pas d'un côté dire faut que la santé publique soit indépendante, faut qu'on écoute les recommandations indépendantes de la santé publique, mais quand ça ne fait pas notre affaire, ben on ne les écoute pas. C'est comme contradictoire. On ne peut pas, comme chef de parti responsable, dire faut que la santé publique soit indépendante, mais je demande de rouvrir les sports pour les jeunes, même si la santé publique indépendante n'est pas d'accord. Je veux dire, il y a une contradiction de ce côté-là, puis je pense qu'on a bien fait depuis 22 mois d'écouter la santé publique, puis on va continuer de le faire. Je sais aussi qu'il y a des personnes pour qui c'est un service presque essentiel de retourner à l'Église. Donc, je le sais que ces personnes-là attendent avec impatience de pouvoir recommencer d'aller à l'Église. Mais encore là, les recommandations de la santé publique, c'est que toutes ces activités ont un risque réel d'augmenter la contagion puis d'augmenter les hospitalisations. Puis actuellement, on ne peut pas se le permettre. Il faut être solidaire. Il y a des vies qui sont en jeu. Puis là, je veux vous parler un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les décès. Quand on regarde les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec, là, les chiffres de surmortalité, parce que ce sont les chiffres qui sont les plus importants. Quand on regarde, les chiffres sont disponibles pour toutes les provinces puis les États-Unis jusqu'en septembre 2021, on voit que toute proportion gardée, il y a moins de décès au Québec qu'en Ontario, que dans le reste du Canada, qu'aux États-Unis. Bon, on espère évidemment que ça se poursuit pour les mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, mais pour l'instant,
quand on regarde les chiffres jusqu'en septembre 2021, donc du début 2020 jusqu'à septembre 2021, on voit que grâce aux consignes plus sévères qu'on a mis au Québec, on a eu moins de décès. On a eu trop de décès. Un décès, c'est un décès de trop. Mais actuellement, les consignes qui sont en place nous permettent de maintenir les décès à un niveau plus bas qu'ailleurs en Amérique du Nord. Donc, je pense que c'est important. Puis, je vous demande de la patience. Je vous demande d'être capable d'être solidaire encore pour les prochaines semaines. Vous savez, quand je regarde ce qui s'est passé depuis 22 mois, c'est extraordinaire comment le peuple québécois a montré de la solidarité. Les Québécois ont plus respecté les consignes qu'ailleurs. Les Québécois, quand c'est venu leur tour, se sont fait plus vacciner qu'ailleurs quand c'était leur tour. Et donc, se sont serrés les coudes. Puis un peu comme dans l'histoire du peuple québécois, à chaque fois que des moments durs à passer, bien, le peuple québécois se serre les coudes. Puis moi, ça me rend tellement fier. Donc, je vous demande en terminant de rester prudent, rester patient, penser au personnel des hôpitaux. On va finir par s'en sortir, mais on va s'en sortir tout le monde ensemble. Merci, tout le monde. Good afternoon. As I said last week, Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous voyons enfin une lueur d'espoir au bout du tunnel. Tel que prévu, nous semblons atteindre un pic d'hospitalisation. Hier, on avait une chute nette dans les hospitalisations et c'était 14 personnes de moins. Donc, le plan B pour réduire les services ne sera pas nécessaire. On va rester au niveau actuel d'hospitalisation. Il était responsable d'avoir un plan B, mais j'aimerais être bien compris. Ce plan B n'a jamais été mis en œuvre. Et c'est en grande partie grâce au soutien des Québécois et des Québécoises. Nous avons réussi à freiner le taux d'hospitalisation. Alors, je vous dis merci. Nous sommes encore à 3400 hospitalisations covidiennes. Nous ne savons pas combien de temps cela prendra avant que cela ne diminue. La situation va continuer d'être difficile pendant quelques semaines encore. Je comprends que nous sommes tous dans la lassitude profonde, mais des vies sont en jeu. Et maintenant, je subis beaucoup de pression pour déconfiner et alléger les consignes, mais mon devoir, mon obligation, c'est de protéger la vie des citoyens, des citoyennes. Donc, soyons prudents, soyons attentifs, pensons à notre personnel hospitalier. Nous allons nous en sortir ensemble. Alors, je vous remercie. Question pour les journalistes. Une question, une sous-question. On va débuter par les questions qui sont... les journalistes sont présents dans la salle. Annie Guillemette, Cogeco. Bonjour à tous. Vous avez déjà annoncé la contribution santé, vous avez parlé du passeport vaccinal de plus en plus d'endroits. Monsieur Dubé, vous aviez déjà évoqué l'idée de l'imposer dans certains commerces, entre autres de soins personnels. Est-ce que la liste là, de ce qu'on peut appeler les punitions pour les non-vaccinés est terminée ou elle va encore s'allonger? Bien, écoutez, premièrement, c'est toujours une décision de la santé publique, là, soyons très clairs. Je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire pour le moment. Rappelez-vous que même ceux, ce qu'on appelle les grandes surfaces, sont même pas encore implantés pour le moment. Je pense que on va voir aussi l'impact sur les prochaines semaines parce que la SAQ, la SQDC, c'est déjà seulement quelques jours. Rappelez-vous que c'était à compter du 18. Alors, je pense, laissons aller les mesures qu'on a annoncées. Puis la santé publique suit ça de très proche, puis on verra avec l'évolution de la situation. J'aimerais ça revenir sur le monde tanné et les demandes d'allègement. Votre homologue, M. Legault, du côté de l'Ontario, vient de faire son calendrier. Un calendrier, des fois on le fait, puis des fois on le corrige en s'en allant. Avec ce qu'on voit là-bas, un taux de positivité qui est de 16, ici c'est 12. On a notre pic d'hospitalisation, eux autres disent que ça va mieux aussi. Bref, en tout cas, on semble avoir un tableau
très similaires. Pourquoi on n'allume pas un peu encore la lumière au bout du tunnel en donnant des espérances ou qu'est-ce qui va sauter en premier ou juste pour, je sais pas, aider les gens au niveau moral? Ouais. Bien, écoutez, d'abord, on écoute la santé publique. Pour l'instant, la santé publique nous recommande aucun assouplissement additionnel. Deuxièmement, je pense que je comprends qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes. On a atteint le pic à 3400 hospitalisations. Où on sera dans 2 jours, dans 2 semaines. Les projections qu'on a, là, ont une grande marge d'erreur. Donc, je préfère, avant d'annoncer des assouplissements, d'être certain qu'on peut se le permettre, puis qu'on est capable aussi d'avoir assez de personnel dans nos hôpitaux, peut-être une partie qui revienne dans les 12 000 qui sont encore absents, pour être capable de soigner tous les Québécois. Mais actuellement, on est vraiment à la limite de la limite dans nos hôpitaux. Merci. Sabrina Rivet, nouveau. Peut-être pour surfer sur la question de ma collègue Annie Guillemette, c'est-à-dire que là, pour l'instant, l'Ontario a effectivement annoncé des allègements à partir du 31 janvier. On a vu aujourd'hui, il y a une pâtissière du Saguenay qui a décidé d'ouvrir sa salle à manger. Le 30 janvier, il y a une journée qui s'organise aussi pour que des restaurants ouvrent. Est-ce que vous craignez à un moment donné que, la force du nombre, les gens décident de rouvrir, puis on oublie les mesures de santé publique, là? Bien, moi, je pense, je le disais tantôt, le peuple québécois est un peuple solidaire. Je pense que la grande majorité des Québécois sont prêts à faire encore des efforts pour sauver des vies, pour aider le personnel, la santé. Et moi, j'ai confiance que la grande majorité ne va pas laisser faire cette petite minorité-là qui conteste les consignes. Souvent, quand même, on voit que c'est des gens qui étaient double vaccinés aussi, mais bref. Donc, autre question. Vous avez fait appel aux fonctionnaires québécois pour aller aider au réseau de la santé, peut-être pour vous, M. Dubé. On a vu que, l'appel au volontariat n'a peut-être pas été si populaire que ça. Hier, on avait 500 personnes, à peu près, sur les 2165 qui étaient demandées. Est-ce que vous allez faire des choses supplémentaires pour tenter de les inviter là, à aller vous aider? Bien, écoutez, premièrement, je dirais que d'en avoir 500, c'est une chose, mais d'en avoir 500 et un peu plus là, maintenant, qui viennent nous aider les fins de semaine. Parce qu'un des gros enjeux avec le réseau de santé, comme le disait le premier ministre, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont à temps partiel, mais le plus difficile, c'est d'avoir le personnel pour les week-ends. Alors, moi, je pense que d'avoir des gens qui disent « Moi, je vais faire toute ma semaine régulière, puis en plus, je vais venir travailler le week-end », je vous dirais que je pense qu'on ne dira pas non à plus de 500 personnes. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Mais là, je pense qu'on va placer nos choses. Chaque personne qui vient nous aider fait une différence, mais je rappellerai que moi, je les remercie d'avoir levé la main et de nous aider le week-end. Oui. On va passer au devoir. Oui, bonjour. L'adhésion aux mesures sanitaires semble un peu s'effriter. Je pense aux quincailleries hier qui ont contesté l'adhésion du passeport sanitaire. Avez-vous un message pour ceux qui doutent de l'impact de ce passeport vaccinal? Bien, écoutez, il y a 2 choses. J'ai dit l'autre fois peut-être que la meilleure façon, puis c'est de demander à ceux qui ont un doute là, de l'efficacité des mesures, c'est de parler peut-être à quelqu'un du réseau de la santé. Savez-vous, là, depuis qu'on a peut-être expliqué comment c'était difficile dans le réseau de la santé en ce moment, savez-vous, le plus beau compliment que je reçois tous les jours, c'est que les gens disent merci d'expliquer ce qu'on vit en ce moment, comment c'est difficile pour nous. Fait que moi, je me dis, puis je l'ai dit l'autre fois, là, je pense tout le monde a fait des sacrifices, mais ces gens-là, ils sont au bout du rouleau. Alors moi, je me dis, à chaque fois que les gens sont moins contents, puis on les comprend de ne pas être contents, là, on dit bien, on l'apprécie, mais parlez à quelqu'un du réseau de la santé, puis vous allez voir qu'on va peut-être être un petit peu plus patient pour quelques semaines encore de certaines mesures sanitaires. Oui, M. Legault, justement, votre ministre dit que le système de la santé est au bout du rouleau. Est-ce qu'il n'était pas un peu trop tôt pour avoir vu la lumière au bout du tunnel? Bien, ça dépend là, où et à quelle distance est la lumière. Mais quand on voit qu'on a atteint un pic, c'est pas ce qu'on voyait il y a 2 semaines. C'est pour ça qu'on avait mis le couvre-feu. Donc, de voir que la courbe est passée d'une courbe exponentielle à une courbe où on arrive au pic, bien, c'est la lumière au bout du tunnel. Mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est qu'on est au pic.
Donc, avant que ça descende, ça va prendre combien de jours, combien de semaines? C'est là que la santé publique suit ça. Et puis, on va être capable, au fur et à mesure, mais c'est quand même encourageant de sentir qu'on n'est plus dans une croissance exponentielle puis qu'on a atteint le pic. Pierre Saint-Arnaud, La Presse canadienne. Oui, bonjour. Une question peut-être, M. Boileau et M. Dubé. Les statistiques que l'on a sur les hospitalisations sont très incomplètes. Est-ce qu'il est possible, et je me suis essayé à plusieurs reprises, l'INSPQ a refusé de me donner ces chiffres-là, c'est-à-dire les données croisées sur les personnes qui sont hospitalisées selon les catégories d'âge, les conditions préalables et le statut vaccinal. En fait, pour déterminer qui sont vraiment les personnes qui sont hospitalisées, qui sont les plus à risque. Est-ce que c'est possible d'avoir ces statistiques-là? Et est-ce que, M. Dubé, vous engagez à nous les donner? Bien, je vais peut-être commencer, puis avec l'arrivée du docteur Boileau, vous allez peut-être voir aussi certains changements. Mais moi, les mêmes données que vous demandez, quand je les rends disponibles. C'est l'engagement que j'ai toujours pris, que quand j'avais des données qui étaient disponibles puis qui pouvaient nous permettre d'avoir plus de transparence, je les fais. Je discutais pas plus tard que ce matin avec le premier ministre pour voir comment on pouvait faire, par exemple, le suivi d'un cas avec l'hospitalisation, avec le soins intensifs et même le décès par âge. On a tout demandé ça à l'INSPQ. C'est pas évident, par exemple. Je dois vous le dire que de faire ça, d'avoir accès aux dossiers individuels pour demander si la personne est décédée avec le COVID ou par le COVID, vous me suivez? Alors, moi, l'engagement que je prends, qui est depuis le début, puis c'est pour ça que le fameux sommaire exécutif que vous voyez à tous les jours, on l'ajuste à chaque fois, puis je vais vous dire, aussitôt qu'on est capable de faire ce suivi-là d'informations que vous demandez, on va le rendre disponible. Je laisserai peut-être le docteur Boileau, parce qu'il m'a dit encore que depuis son arrivée, c'est une des choses sur lesquelles il priorise, là, mais on en a parlé encore ce matin, là. Oui, merci. C'est certain que ces informations-là sont très utiles pour essayer de suivre l'évolution de la pandémie et de son impact sur l'hospitalisation, puis aussi ceux qui sont le plus à risque. Alors, on a beaucoup d'informations, il faut bien l'analyser, mais certainement qu'on prend soin de regarder tout ce qui peut être dévoilé rapidement, parce que des fois, ça commande une analyse supplémentaire avant de confirmer qu'il y a comorbidité, comme vous le dites, donc la lourdeur des cas. Mais on y verra très certainement d'accentuer cette mise à jour des données d'une façon très transparente. Là. Il n'y a aucun souci pour nous là-dessus. Je vous posais la question là, juste pour qu'on se comprenne bien, parce que ces données-là, on les voit, là, on sait qu'on les connaît, les comorbidités, on les voit dans les statistiques de l'INSPQ, on les voit aussi, on voit aussi le statut vaccinal et on voit aussi, par exemple, par tranche d'âge, ils sont toutes là, mais elles ne sont pas mises ensemble. Enfin, bien, vous avez raison, puis d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis, c'est drôle, parce que je sais que vous le suivez, parce qu'on s'en est déjà parlé. Vous remarquez que ce matin, on a ajouté la ligne pour la 3e dose. Ça, c'était une demande. Hein? C'est la première fois qu'on le met, parce qu'il y avait assez de nombre pour le justifier. Puis là, on a discuté ce matin, on a dit, je pense qu'on a assez d'éléments pour être capable de rajouter le facteur décès, mais de s'assurer qu'on est capable de suivre avec les vaccinés ou non vaccinés ou avec ceux qui ont d'autres caractéristiques. Alors, vous avez absolument raison. Moi, je suis un partisan d'avoir une information qui est intègre, qui est complète, mais aussi qui donne toute l'information. Alors, aussitôt que ça va être disponible, je me suis toujours engagé à le faire, puis je vais le faire. Okay. Monsieur Legault, ma deuxième question, c'est, étant donné la situation actuelle, qu'on serait possiblement, probablement, au pic, est-ce que le resserrement du passeport vaccinal pour les autres commerces, les commerces non essentiels, les quincailleries, les grandes surfaces, est-ce que vous avez toujours l'intention de mettre ça en vigueur, c'est-à-dire donc de resserrer les mesures sanitaires par rapport à ce qu'elles sont déjà? Bien, les grands commerces de plus de 1500 mètres carrés, oui. Les autres, on n'est pas là. On n'a pas de recommandations dans ce sens-là. Parfait. On va passer au journal La Presse. Oui, bonjour à vous trois. J'aimerais revenir sur le dossier de la fraude vaccinale qu'on lisait ce matin dans la presse, justement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des passeports qui ont été mis sur la base de fausses preuves vaccinales qui n'ont pas tous été annulés. Puis il y a même des employés de centres de vaccination qui se seraient fait demander de ne pas les annuler. Donc, ma question est donc, comment ça se fait qu'on
finalement qu'on laisse des milliers de personnes non vaccinées ou potentiellement avec des documents frauduleux continuer de se promener dans des lieux qui pourtant requièrent le passeport. Oui, tout à fait. Puis je suis content que vous le souleviez. Il y a deux choses. Premièrement, pour être capable de révoquer le passeport, il faut que j'aie une preuve qu'il y a eu malversation. Alors, je vais vous faire un petit peu... je vais essayer d'être pas trop long, Marjorie, là, mais peut-être revenir en arrière. On a mis le passeport vaccinal en place au mois de septembre. Il y a déjà eu des gens qui nous ont informés qu'il y avait des malversations qui étaient à partir du mois d'octobre, parce que c'est arrivé qu'on entendait des choses. Tout de suite, on a mis l'UPAC. On a été informés, on les a informés, mais l'UPAC doit conduire ses enquêtes. Puis, comme vous savez, souvent, l'UPAC ou n'importe quel organisme va s'assurer qu'on peut avoir les preuves nécessaires pour être capable de faire les accusations. Parce que je vais aller à ma conclusion tout de suite, c'est criminel ce qui est arrivé là. Autant les gens qui ont émis des passeports qui n'avaient pas le droit de le faire, que les gens qui ont acheté des passeports qui n'avaient pas le droit d'avoir, c'est criminel. Alors, il faut s'assurer qu'on respecte les règles pour que l'UPAC puisse faire ses enquêtes. Alors, ça, c'est la première chose. Ce qu'on s'est assuré depuis ce temps-là, c'est qu'au moment qu'on était capable de révoquer, non seulement de changer dans le système quelqu'un qui a mal inscrit, faussement, si on est capable de le faire, c'est assez facile. Ce qui est important pour nous, c'est d'aller révoquer le passeport. Et là, le passeport, à compter d'aujourd'hui, on est capable de révoquer le passeport lorsque j'ai une preuve. Vous allez voir dans les prochains jours, il y a des passeports qui vont être révoqués. Puis ce que les commerçants ont à faire, c'est à mettre à jour, tout simplement, en étant sur l'Internet, sur leur Wi-Fi. Le VaxiCode Vérif va devenir à jour. Puis quelqu'un qui a un faux passeport, il va allumer rouge quand il va aller à l'endroit en question. Alors donc, on a tout mis ça en place. Puis d'ailleurs, le fédéral est en train de nous demander comment faire pour avoir cette application-là, parce qu'on a préparé l'application au mois de septembre pour être capable de révoquer un passeport, parce qu'on se disait... Puis je vous dirais la seule chose que je veux rassurer les gens. Moi, j'ai été dans des grandes organisations comme le premier ministre. C'est malheureux, mais il y en a des employés qui font de la fraude. C'est dans les grandes organisations, c'est malheureux, mais il y en a. Alors nous, ce qu'on s'est assuré, premièrement, c'est qu'on a les moyens de les prendre, que les gens qui ont, je dirais malheureusement faire ça, là, c'est le mot que je vais utiliser, c'est très dangereux ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont permis à des gens non vaccinés d'aller à des endroits qui étaient réservés à des gens vaccinés. Alors la loi de la santé est très, très claire, là. On peut soit utiliser la loi de la santé ou la loi fédérale au niveau criminel. Je vais laisser l'UPAC faire ce qu'elle a à faire. Elle conduit ses enquêtes en ce moment. Puis à chaque fois qu'on a une preuve, soit que la personne décide de nous révéler à qui elle a donné ce permis-là sans autorisation, ou les recherches qu'ils font, parce qu'on a plusieurs façons de trouver ces façons-là. Moi, je suis un ancien vérificateur, là. Alors, je peux vous dire qu'en ce moment, les gens cherchent de savoir combien qu'il y en a eu exactement. L'UPAC fait un travail fantastique. Et quand on va être capable, on va révoquer au fur et à mesure les passeports. En suivi sur le même sujet, on parlait tantôt de refonte du réseau de la santé. Qu'est-ce qu'on envisage présentement justement pour faire une refonte du système informatique ou rendre le système informatique plus durable pour éviter que ça se reproduise? Bien, ici, je vous dirais, dans le cas du passeport vaccinal, c'est pas une question de défaut du système. C'est vraiment de la malveillance d'un employé. Ça peut aller que quelqu'un a réussi à s'emparer d'un mot de passe de quelqu'un pour être capable de rentrer à sa place, parce qu'il y a des gens qui étaient autorisés d'aller dans SIPMI, puis qu'il y en avait d'autres qui n'avaient pas le droit. Là, je pense pas qu'on est en train de parler d'un problème dans le système. Je pense qu'on est plus dans un enjeu de ce qu'on appelle un contrôle interne. Alors, depuis qu'on a eu ces choses-là, qu'on a su ça, on a resserré les contrôles. Ça fait partie des choses qui ont été faites. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont continué à le faire. On s'est assuré qu'on avait les preuves contre eux. Puis je reviens encore, je pense pas que c'est un enjeu d'informatique. C'est un enjeu de malveillance. Et on va s'assurer que ces gens-là vont être... on va s'occuper d'eux par les gens de l'UPAC puis par le DCPC. On va maintenant passer aux questions des journalistes qui sont en ligne. Même principe, une question, une sous-question. On va débuter avec Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour à vous. Ma première question va s'adresser au Premier ministre. Bon. Monsieur le Premier ministre, actuellement, vous avez de la pression qui vient de l'extérieur. L'Ontario a annoncé son calendrier. L'Angleterre va lever ses mesures. La France va retirer le masque. Une pâtissière du Saguenay qui a dit en anglais « enough is enough ». Vous avez des propriétaires de grandes surfaces au niveau de la rénovation qui disent qu'ils vont ouvrir.
Est-ce que vous n'avez pas peur d'un grand décrochage? Des gens, compte tenu que vous dites on est au bout du tunnel, on est au bout du pic, vous-même vous l'admettez que vous êtes tanné. Le maire de Québec vous a dit aujourd'hui, donnez la possibilité aux jeunes de faire des sports. Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens disent, comme la pâtissière le dit, un offre est un offre? Bien, écoutez, M. Laforêt, d'abord, puis c'est important, puis c'est pour ça que je précisais les chiffres sur la surmortalité, là, c'est qu'il y a des vies qui sont en jeu quand on prend ce genre de décision-là. Si demain matin, on n'écoute pas la santé publique, qu'il y a plus de contagions, qu'il y a plus de personnes dans les hôpitaux, bien, on est à la limite avec 3400 hospitalisations. Donc, on parle vraiment de sauver des vies. Puis, moi, ma première responsabilité, mon devoir comme premier ministre du Québec, bien, c'est d'abord de tout faire pour sauver des vies. Maintenant, il y a aussi un enjeu additionnel, c'est la situation dans nos hôpitaux. On a un réseau de la santé qui est fragile, pour toutes les raisons qu'on a déjà dites. Et actuellement, bien, ne serait-ce que pour venir appuyer le personnel dans nos hôpitaux, il faut continuer de faire des efforts. Évidemment, là, c'est pas juste positif. Je l'ai dit depuis 22 mois souvent, c'est la balance des inconvénients. Mais pour moi, de ne pas écouter la santé publique, puis de recommencer à dire aux jeunes, vous pouvez faire du sport, si demain matin, ça amène plus de décès, puis que ça vient empêcher des personnes d'avoir des traitements pour le cancer ou autre, bien, moi, dans la balance des inconvénients, je prends la décision d'écouter la santé publique. Vous nous avez dit que vous venez de confier un mandat au ministre Carman, au docteur Carman, de rejoindre 565 000 adultes qui n'ont pas reçu leur première dose. Est-ce que vous parlez du noyau dur qui ne se fera jamais vacciner ou les gens qui ont la difficulté à comprendre que la vaccination est accessible? Bien, vous nous donnez un peu plus d'explications. Bien, écoutez, d'abord, effectivement, là, le docteur Carman pourrait vous donner plus d'explications. Ce qu'on essaie de faire, c'est de rejoindre les gens qui ont eu toute l'information pour toutes sortes de raisons, incluant la langue, et d'essayer de convaincre ces gens-là d'aller se faire vacciner. Donc, l'idée, c'est de dire... C'est pas tout le monde qui écoute Alain Laforêt à tous les jours à la télévision. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas été informés de l'importance de se faire vacciner, du risque multiplié quand on n'est pas vacciné de se retrouver aux soins intensifs? Donc, c'est ce que Lionel Carman va faire. Donc, une communication peut-être au début qui va être écrite, puis ensuite, bien, y aller même quartier par quartier. Bien, il y a certains quartiers à Montréal où il y a moins de vaccination, donc aller rejoindre des personnes dans certains quartiers. Donc, c'est ça que Lionel Carman va faire. On va passer à Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à tous. Ma première question, ce serait pour le premier ministre. Monsieur Legault, pourriez-vous m'expliquer, c'est quoi pour vous vivre avec le virus? Bien, vivre avec le virus, d'abord, ça suppose, comme je le disais tantôt, d'avoir un réseau de la santé qui est un peu plus solide. Donc, c'est pour ça que Christian travaille très fort à refonder notre réseau de la santé, à avoir plus d'employés permanents, à avoir plus de marge de manœuvre, à former puis à attirer plus d'employés dans le réseau, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les CHSLD. Et vivre avec le virus, bien, à partir du moment où on aura une marge de manœuvre dans notre réseau de la santé, bien, c'est de tolérer un certain pourcentage d'hospitalisation et un retour à une vie un peu plus normale. Mais actuellement, on est à côté dans le plafond dans nos hôpitaux. Donc, on n'a pas cette marge de manœuvre-là. Moi, je souhaiterais qu'éventuellement, on dégage une marge de manœuvre, qu'on embauche des gens plus à temps plein, qu'on incite des gens à travailler de soir, de nuit, dans donc des postes qui sont plus difficiles à combler pour éventuellement bien, vivre de façon un peu plus normale avec le virus. Mais avec ce que vous expliquez là, ça va être long au Québec avant qu'on puisse vivre avec le virus?
Ben, écoutez, on avait 20 000 employés qui étaient absents. On est rendu à 12 000. On sera où dans quelques semaines? Il y a aussi des changements qui ont eu lieu pour la première fois dans les conventions collectives qui viennent amener des incitatifs importants. Il y a aussi des incitatifs temporaires. Là, on en a mis en septembre dernier pour 1 milliard, puis il y a quelques semaines pour 500 millions pour inciter des gens à nous donner plus d'heures par semaine. Donc, moi, je pense que quand même, si on voit une baisse des 3 400 hospitalisations dans les prochaines semaines, bien, ça va nous donner une marge de manœuvre pour être capable de mieux vivre de façon un peu plus normale avec le virus. Mais demain matin, on n'a pas cette marge de manœuvre-là. On va passer à Nicolas Lachance, Journal de Québec. Bonjour à vous. Ma question sera pour le docteur Boileau. J'aimerais que nous parlions de sport, justement, aujourd'hui. Il y a des milliers de jeunes qui en sont privés, alors qu'ils dînent chaque midi à l'école sans masque à la cafétéria avec leurs coéquipiers, avec qui habituellement ils pratiquent le basketball, le volleyball, le hockey. Pour plusieurs d'entre eux, ces sports-là, c'est leur motivation à la réussite scolaire. Docteur Boileau, comment vous justifiez, parce qu'on comprend que c'est un avis de la santé publique, là, l'interdiction des sports d'équipe chez les jeunes, sachant que les personnes hospitalisées en raison de la COVID, là, même vaccinées, sont souvent des personnes atteintes de maladies chroniques, de comorbidités dues à la sédentarité et aux mauvaises habitudes de vie? Bien, écoutez, la science est assez claire là-dessus. Cette question de contamination dans une population passe par pas juste un individu, mais par plusieurs individus. Puis de réduire les contacts, c'est l'approche qui est la plus adaptée à la situation actuelle, en plus de la vaccination, ça va de soi. Alors, on y va graduellement. On est extrêmement sensible à cette question du parascolaire, de toutes les activités sportives, de toutes les autres activités aussi. Mais on doit y aller d'une façon dosée parce que ce qu'on observe actuellement, c'est que le système de santé est mis extrêmement à sa limite. Oui, il y a une correction qui se passe. On est tous heureux de cela. On est capable aussi d'anticiper qu'elle va progresser. Mais nous étudions la situation à fond et nous allons revenir au bon moment pour suggérer les assouplissements qu'il faut. D'accord. Monsieur Legault, vous avez parlé de reconstruction du réseau de la santé. C'est le terme que vous avez utilisé dans votre discours. C'est la première fois qu'on entend ce mot-là. Habituellement, on l'entend plus, par exemple, pour le Canadien de Montréal lors des conférences de presse. Vous avez dit que M. Dubé allait se servir justement du rapport Castonguay pour faire cette reconstruction-là. M. Dubé, M. Legault, c'est quoi une reconstruction du réseau de la santé? Bien, écoutez, je veux me garder des éléments pour un prochain point de presse, à un moment donné, pour être capable de bien vous l'expliquer. Mais quand on parle de construction, on parle de fondation d'une maison. Et pour moi, dans les fondations qu'on a besoin de refaire, la première, c'est nos ressources humaines. Nos ressources humaines ont été mises de côté. Ça n'a vraiment pas été une priorité. Il y a eu beaucoup d'autres priorités sur certains employés. Là, je nommerai pas lesquels. Mais il y en a où on a vraiment oublié que notre priorité, c'était notre personnel. Alors moi, je vous donnerais comme exemple, là, au moins une fondation, c'est de redonner la priorité à notre personnel pour avoir justement la marge de manœuvre. Je l'ai dit, là, on roule en ce moment depuis des mois à 85 à 90 % de notre personnel, sur 300 000 personnes, alors que des grandes organisations devraient rouler à 105, 110 % du personnel, parce que quand il arrive une pandémie, quand il arrive un mauvais moment, on est capable d'avoir cette marge de manœuvre-là dont le premier ministre parlait. Ça, c'est une des fondations. La deuxième, c'est nos données. On l'a dit, on n'avait pas de données au réseau de la santé. Ça nous a frappé dans la première vague. On conduisait à l'aveugle parce qu'on n'avait pas d'informations. Troisième fondation, on n'a pas de système informatique. Les données, c'est une chose, mais les systèmes informatiques, écoutez, vous le savez, j'écoutais tantôt la question de M. Lachance, là, il suit ça depuis des années. Alors ça, c'est la troisième fondation. Puis la quatrième, vous ne serez pas surpris, bien, c'est les infrastructures. On a mis beaucoup d'argent dans certains grands hôpitaux au cours des dernières années, mais on a beaucoup d'hôpitaux qui avaient besoin vraiment d'être rénovés, d'avoir une cure de jeunesse. On en a fait beaucoup depuis qu'on est arrivé. Il en reste encore. Donc,
4 fondations, les ressources humaines, les données, des systèmes informatiques et de travailler sur les infrastructures. Le reste, vous verrez les priorités lorsqu'on fera le point sur le plan de la santé. On va passer à Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, messieurs. Est-ce que, M. Legault, un passeport vaccinal à 3 doses permettrait d'accélérer les réouvertures? Il faudrait poser la question peut-être au docteur Boileau. Faut être réaliste là, quand même. Il faut donner le temps aux gens d'être capables d'aller chercher leur 3e dose. Là, mais je vais laisser la question au docteur Boileau. Je pense que l'essentiel de la réponse vient d'être dit. Il faut vraiment laisser l'espace et le temps pour les gens d'aller chercher leur 3e dose. C'est ce qui est le plus important. Alors, la mise en place actuellement d'un passeport vaccinal 3 doses, moi, je ne le regarde pas dans l'immédiat. Là, il faut vraiment corriger cette courbe qui est très élevée et qui progresse dans le sens qu'il faut, mais donnons la chance d'aller chercher tout le monde, pour tout le monde, la 3e dose. C'est extrêmement important. C'est ce qui va nous permettre de nous en sortir tous ensemble et pour de bon. Sans aller dans le détail, je vais juste rajouter une chose là-dessus. Là. Profitons de ce point-là aujourd'hui. Il y a encore, le premier ministre l'a dit, mais je vais le répéter, là. Je regarde la semaine prochaine, là, il y a au moins 50 000 rendez-vous dans une journée qui sont disponibles. C'est-à-dire qu'on peut vacciner, là, vous l'avez vu, ces jours-ci, on fait 110, des fois 117 000. La semaine prochaine, on serait capable de faire 125 000 par jour. Puis j'ai des journées où j'ai des rendez-vous qui sont pris à 75 000. Ça veut dire que des gens qui sont dans le mois de février, comme le premier ministre a dit, qu'on pourrait ramener à 2 semaines. Puis en plus, il y a de la prise il y a des 100 rendez-vous. Alors, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, vous pouvez accélérer. Et je vous l'ai dit lorsqu'on s'est vu cette semaine, allons-y le plus rapidement possible. On est à 34 aujourd'hui, 35 Si on pouvait aller chercher notre 50 le plus rapidement possible, alors accélérer les prises de rendez-vous, il y a des disponibilités. Merci. Mon autre question est un peu dans ce lien-là. C'est quoi votre estimation sur les 560 000 personnes non vaccinées qui n'ont même pas une dose, qui sont encore, disons, mous, ou c'est parce qu'ils ne savaient pas où, comme vous dites, où la langue? C'est sûrement pas 560 000, mais vous estimez à combien? Bien, regardez, je pense qu'on va laisser... J'ai hâte d'avoir le docteur Carman qui vient nous donner un coup de main là, au bon moment, parce qu'on a fait beaucoup de démarches auprès de ces gens-là depuis le début. Rappelez-vous, on a eu des vaccibus, on a eu ce qu'on appelait des roulottes mobiles de vaccination. Il y a eu beaucoup d'efforts. Là, moi, ce qui nous est difficile d'estimer, c'est qu'il y a certaines régions, puis je vais laisser le docteur Carman vous revenir avec son plan dans les prochains jours, mais il y a certaines régions où c'est beaucoup plus élevé que d'autres, et c'est là qu'il faut concentrer notre attention, parce que c'est pas pareil partout, puis c'est pas nécessairement à Montréal. Alors, on a cette information-là. Le premier ministre a demandé à mon collègue Carman de venir nous donner un coup de main avec l'équipe de Daniel Paré. Je pense que vous allez voir dans les prochains jours, là, on va redonner encore un autre coup pour donner le maximum de chance à ceux qui n'ont pas eu cette information de l'avoir. Ben maintenant, est-ce qu'il restera toujours un groupe solide? Peut-être, mais je pense que commençons par donner, je dirais, une deuxième chance à ces gens-là d'aller chercher la vaccination lorsqu'ils auront eu l'information dans leur langue, pour le contexte religieux, peu importe. Je pense que le Dr Carman a un très bon plan qu'il est en train de mettre en place. Là. On va maintenant passer aux questions en anglais. We'll switch to questions in English. Et on va commencer avec Kennedy. Alors voilà pour le point de presse du premier ministre Legault, M. Dubé, M. Boileau. Beaucoup de choses, oui, mais pas ce que les gens avaient le goût d'entendre, hein, Valérie. C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs là, qui fondaient beaucoup d'espoir, surtout après ce que l'Ontario a annoncé un peu plus tôt, qu'on allait assouplir les mesures. Mais M. Legault a dit, écoutez, on ne peut pas. Il parle toujours de cette lumière au bout du tunnel, mais on a toujours l'impression que la lumière est peut-être pas encore assez forte. Non, mais c'est ça. Parce que les hospitalisations, on est au pic. Aujourd'hui, il y a même une légère baisse de 14, mais c'est pas suffisant. Et M. Legault l'a dit, pour être conséquent, je me dois
d'écouter la santé publique qui, elle, nous recommande pour l'instant là, de ne pas assouplir les mesures en place. Voilà, après avoir dit on voit la lumière au bout du tunnel, il a dit on n'est pas sorti du bois et il a précisé il faut voir à quelle distance est cette lumière-là. Donc, effectivement, on a 3400 hospitalisations actuellement. On est au pic, donc, des hospitalisations. On commence à entrevoir cette baisse-là, mais c'est pas suffisant pour se permettre des allègements, d'autant plus qu'il y a encore 12 000 travailleurs de la santé qui sont absents. Alors, on dit qu'il y a un risque réel. Et en plus de ne pas enlever ou assouplir les règles, eh bien, on va aller de l'avant avec de nouveaux resserrements. Donc, à compter de lundi prochain, 24 janvier, je vous rappelle que le passeport vaccinal va être exigé là, dans les grandes surfaces de 1500 pieds et plus. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on nous dit bien, on écarte la possibilité d'avoir recours à ce plan B dans la priorisation des soins, c'est-à-dire on disait si à un moment donné, là, il y a trop de pression, mais on fera peut-être en sorte qu'on va soigner plus de gens, mais on va peut-être moins les soigner, leur offrir moins de soins. Bien, on n'aura pas recours à ce plan-là. Il y a aussi le manque d'adhésion qui a été questionné, à savoir est-ce que si on continue comme ça, les Québécois vont continuer à respecter ces règles-là? Il n'y aura pas une rébellion, là? Voilà, le premier ministre dit non, moi j'ai confiance. Et puis, il a même confié un nouveau mandat au ministre délégué à la santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui, lui, va s'occuper de contacter les 565 000 non-vaccinés du Québec, prendre contact avec eux pour tenter donc de les convaincre, de leur donner de l'information. D'abord, on va communiquer avec eux par écrit, puis ensuite, bien, on fera des visites quartier par quartier. Et M. Legault, Valérie, qui a insisté là, sur le fait que M. Dubé, le ministre de la Santé, travaille depuis déjà un bon moment à ce qu'il a appelé, non pas la reconstruction, mais la refondation de notre système de santé pour qu'il s'appuie sur des bases encore plus solides. Parce qu'on le voit en ce moment, ce qu'il n'a pas, M. Legault, en ce moment, c'est la marge de manœuvre. Notre capacité hospitalière est au maximum, est une des plus faibles des pays de l'OCDE. Plus faible que dans le reste du Canada. Je pense qu'il n'y a que l'État de New York là, qui a une capacité hospitalière plus faible que la nôtre. Et c'est ça qui l'empêche d'assouplir les mesures, surtout en ce moment. On n'a pas de lit. Voilà, on n'a pas de marge de manœuvre et donc le ministre de la Santé doit présenter, nous dit au cours des prochaines semaines, un plan exactement de refondation. C'est rare qu'on entend ça, mais vraiment, il veut travailler sur les fondations du réseau de la santé. Ça répond un peu donc aux demandes faites par la commissaire au bien-être et à la santé, mais également aux recommandations de la protectrice du citoyen et peut-être même aux recommandations que dressera la coroner Jeanne Kamel lorsqu'elle déposera son rapport à l'issue de son enquête qui se termine. Bien, puisque vous en parlez de la coroner Jeanne Kamel, merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous. On va immédiatement aller l'entendre parce qu'elle a fait